Parti. Bonjour, bienvenue à tous pour ce nouveau podcast, épisode numéro 3 de l'après-match tennis, le podcast dédié entièrement au débriefing complet des finales, des grandes finales ATP et Masters. Cette semaine, on va s'intéresser plus particulièrement à ce qui s'est passé au final des ATP Masters messieurs à Turin, l'ATP Nitto. Cette année, c'est les Italiens qui organisent ça après, je crois, une dizaine d'années passées à Londres. Donc c'est eux qui ont repris la main. Et cette finale opposait donc Daniil Medvedev avec Alexander Zverev. C'est Alexander Zverev qui l'a remporté. Belle victoire pour clôturer sa saison, 6-4, 6-4. Avec moi ce soir, mes deux compatriotes qui vont m'aider à débriefer, analyser en détail cette finale. Benoît, bonsoir. Bonsoir à tous. Et Jacques, bonsoir et bienvenue et merci de nous rejoindre. Merci, bonsoir. Ok, super. Donc c'est parti, on n'attend pas plus longtemps. On débriefe, on commente, on conseille. Générique. Bon, messieurs, on rentre tout de suite dans le vif du sujet. On va parler donc de cette finale en détail. Alors, la semaine dernière, je crois que c'est Jacques qui s'y était collé. Cette semaine, honneur à Benoît pour démarrer les hostilités. On va partir déjà sur la partie technique, stratégique, les coups forts, la stratégie mise en place, qu'est-ce que le gagnant a réussi à faire, qu'est-ce que le perdant n'a pas réussi à déjouer comme stratégie. Tout ça en détail, Benoît, nous t'écoutons. Ok, alors bonjour à nouveau. La question que je me suis posée avant de répondre à ta question, Laurent, c'est, tu sais, le fait qu'ils se soient rencontrés en poule et qu'ils se rencontrent à nouveau en finale. Je me suis dit, bon, bah, en poule, c'est Daniil qui a gagné, en finale, c'est Alexander. Euh, en poule, ça a été un match très serré, là, c'était moins serré. Qu'est-ce que c'était la différence? Donc, je suis allé regarder les deux matchs. Et puis, un autre truc qui m'a intrigué, c'est Daniil, il a dit quand on lui a posé la question, comment ça se fait que vous arrivez à gagner contre Zverev, comment ça se fait? Il dit, ah, bah, j'arrive bien à comprendre son jeu, apparemment. Bon, c'est toujours difficile, mais j'arrive bien à comprendre son jeu. Avant la finale, il a dit ça. Donc, j'étais intrigué. Je me suis dit, bon, bah, alors, ça va être intéressant. Je vais pouvoir regarder et comprendre comment il s'y prend. C'est là où il y a besoin d'arriver avec de l'humilité pour moi, parce que je ne peux pas dire que j'ai complètement compris. Donc, je vais dire ce que je vois. Et peut-être qu'avec ce que va dire Jacques, ça va être intéressant aussi. Je vais dire ce que je vois, et puis ce sera déjà bien comme ça. Donc, à Turin, c'était une surface rapide, intérieure. Donc, le service, c'est très important. Les deux joueurs sont deux joueurs très grands. Donc, le service, il gagne énormément de points avec ça. Euh, Zverev, encore un peu plus, je pense. Les deux sont meilleurs en revers qu'en coup droit. Alors, les deux basent leur jeu sur le fond de court. La différence, c'est que normalement, Daniil Medvedev est vraiment meilleur que tout le monde sur les échanges qui sont longs. Et puis, il est très fort aussi pour sentir les moments où il faut bidouiller, où il faut monter plus, où il faut, par exemple, à la finale de l'US Open, il s'était mis à faire des premières balles en deuxième balle. Donc, il arrive bien à sentir les trucs comme ça. Donc, j'ai regardé le premier match qui a duré longtemps avec deux tie-breaks et tout ça. Et ce que j'ai vu, c'est que, bah, effectivement, son jeu était basé là-dessus, sur gros services, des échanges longs, et puis de temps en temps des échanges courts. Donc, voilà, il a fait sa sauce, sa sauce, sa sauce. Et puis, comment ça se fait qu'il a gagné? Bah, ça se joue à quelques points, comme souvent sur dur rapide au tie-break où il prend un peu plus, euh, un peu plus, il monte, il met de la pression sur Zverev. J'ai vu que Gilles, son coach Gilles Servara, lui faisait comme ça, vas-y, vas-y. Et c'est ce qu'il a fait, c'est passé, bravo à lui. Et donc, quand j'ai regardé la finale dont on veut parler, je me suis dit, est-ce que ça a été fait pareil? Et en fait, euh, c'est pareil, je ne dirais pas que ça se joue à grand-chose. Moi, ce que je vois, c'est que le jeu où il break dès le début, Zverev, c'est un jeu où il agresse beaucoup, où il tape fort, fort, fort en retour. Et tout de suite, il remet un coup, et puis ça passe.
Donc, voilà. Donc, je me souviens, Jacques, on avait fait une vidéo et tu disais souvent, c'est les jeux où les mecs ils tapent fort. C'est souvent eux qui ont plus l'avantage que les mecs qui sont créatifs. En tout cas, la créativité est dure à tenir. Voilà, ce que je vois, c'est qu'effectivement, sur ce coup-là, bah, c'est Zverev qui l'a fait. Peut-être qu'on peut dire aussi que Daniil était un peu fatigué de temps en temps. Je trouvais un peu moins d'intensité, moins d'impact. Euh, voilà. Bon. Grosso modo, c'est ce que je vois sur ce match-là. Et après, on pourra parler peut-être qu'est-ce qu'on en retient Exact. pour les amateurs qui regardent ça. Ouais, exact. Ouais, moi, j'avais un peu le même sentiment que toi. J'ai donné tout de suite la parole à Jacques, mais juste en deux mots, j'ai trouvé que Alexander Zverev a continué sa stratégie des tours précédents, c'est-à-dire qu'il a pilonné en coup droit des croisés. Ça n'a pas arrêté. C'était que du croisé par moment. Et j'ai trouvé que cette stratégie a été assez successful pour lui. Et puis effectivement, dans le même temps, mais ça va être la deuxième partie, j'ai trouvé un petit Danil Medvedev qui a commencé à être un peu émoussé, un peu fatigué par cette fin de saison. Jacques, hein, qu'est-ce que tu en as pensé? Je pense que je vous rejoins. Moi, je vois le facteur, déjà, je voulais m'intéresser à Zverev parce que je trouve que c'est vraiment ce qu'il a intéressant, ce qu'il a fait. Et sa confiance dans son jeu est vraiment très haute. Déjà au service, moi, je trouve que c'est exceptionnel comment il sert, ce qu'il a proposé là depuis 2 mois pratiquement. Vraiment, c'est du lourd. C'est placé, ça tombe de haut. C'est un service. Voilà, un service comme ça vous met sur le bon rail. Il n'y a pas de souci. Le jeu le fait avancer. Donc, à part le service, aussi les coups de neutralisation. Moi, j'ai trouvé ça intéressant parce qu'il sait un peu les jouer maintenant. Euh, il peut rester patient, attendre la meilleure balle dans l'échange pour créer quelque chose. Alors, souvent, ça peut être une montée, une accélération, un changement de rythme. Mais sa neutralisation, il ne l'avait pas. Souvent, il se précipitait un petit peu. Donc, je mets d'ailleurs le retour dans le coup de neutralisation parce qu'il semblait pouvoir retourner tous les services. Medvedev, ça sert très bien et il retournait bien. Alors, il ne prenait pas un gros risque, mais plutôt dedans, mais surtout très bien placé. C'était pas un point facile pour Medvedev et souvent d'ailleurs, Zverev pouvait même l'attaquer sur le deuxième coup après son bon retour. Il pouvait accélérer sa deuxième balle. Donc ça, j'ai trouvé ça intéressant. Ensuite, dans le jeu de Zverev, il y a ces coups d'attaque. C'est-à-dire, il y a vraiment ces montées à la volée, plutôt juste. Et moi, j'ai trouvé il y a eu un travail sur sa justesse, ses choix d'intention quand il y a un coup à jouer, et surtout les coups d'accélération. Je trouve il a mis du temps à les intégrer dans sa panoplie de jeux. Je l'avais vu il y a plusieurs années, et c'était plutôt un jeu qui ne m'allait pas. Et là, je trouvais qu'il y avait plus de créativité. Lui qui partait si loin de sa ligne de fond de cours, il se réfugiait un peu de cette zone confort qui est pour lui 2 mètres derrière la ligne de fond de cours, quoi. Et là, depuis plusieurs semaines, on le voit plus près de sa ligne, plus disponible pour punir l'adversaire sur les bonnes balles, sur les balles d'attaque. D'ailleurs, on peut voir ses progrès à la volée, sur le placement d'ailleurs, sur la volée courte en particulier. Euh, les volées qui viennent après des coups d'attaque qui font mal, par le placement, par la puissance, par le timing du coup, et souvent les trois à la fois. Donc voilà, puis il est difficile à lober. Donc voilà, j'ai trouvé vraiment ce Zverev vraiment dominant en fin de saison. Alors futur numéro 1, point d'interrogation. Futur vainqueur de Grand Chelem rapidement, point d'interrogation aussi. Parce que je pondère un peu ce que je viens de dire sur Zverev, parce qu'en indoor, je pense que c'est beaucoup plus facile pour lui. Le jeu est beaucoup plus simple. Il se pose moins de questions, il déroule sa stratégie, la tactique est simple, bien rodée. Alors, ça demande une condition physique impeccable, ce qu'il a en ce moment, mais voilà. Mais aussi, il avait cette patience. Et ça, j'ai trouvé, je pense qu'en outdoor, avec des conditions plus variables de vent, de terrain, plus lent, de vision de cours différentes, moi, je l'ai vu souvent perdre le déroulé du match. Il n'est pas dans cette vision tunnel là, nécessaire pour imposer son jeu. Souvent, il s'égare, il tâtonne, il trébuche sur des joueurs plus solides que lui au fond du cours. Donc, je pense que voilà, il faudrait revoir Zverev en début d'année sur des matchs en 5-7 et 7 matchs de suite.
Les autres l'ont prouvé, les Nadal, Federer, Djokovic ont prouvé cette aptitude à tenir, mais Medvedev aussi, il l'a montré à l'US Open. Je trouve que Zverev est encore le rookie qui n'a pas encore prouvé, alors qu'il a toutes les armes, et là, il le montre 2 fois quand même au Masters. Gagner le Masters 2 fois de suite, c'est super. Ouais, effectivement, et j'ai trouvé qu'il était aussi beaucoup plus solide au service que ce qu'il l'était il y a quelques mois, où il faisait régulièrement des doubles fautes en pagaille, surtout en fin de partie. Et ça lui a coûté plusieurs matchs, ça aussi. Hein. Apparemment, ça a l'air d'être réglé, cette histoire. Je crois qu'il est bien lancé là-dessus. Là. Il a trouvé un super rythme. Euh, Qu'est-ce que vous avez pensé de la partie, cette fois-ci un peu plus émotionnelle, la partie psychologique, l'attitude des joueurs sur le terrain? Qu'est-ce que l'un et l'autre vous avez trouvé sur Daniil par exemple par rapport à Alexander, qui aurait fait aussi un peu cette différence, à part le fait qu'il soit un peu effectivement tous les deux un peu cramés en fin de saison, mais enfin il y avait l'air d'y en avoir un peu plus frais que l'autre. Je commence? Oui, par exemple Benoît, oui. Ok. Moi, je voudrais pointer le fait que les deux ont fait des gros progrès. C'est plus ça qui me parle aujourd'hui. Et comment on voit les progrès? On voit Daniil à un moment donné, même quand il gagnait des matchs l'année dernière ou l'année d'avant, je ne me souviens plus exactement, mais on le voyait souvent lâcher sa raquette, regarder son clan et dire ah, comment ça se fait, ça se fait. Et là, rien du tout. Alors que des fois, il y a des moments donnés où il est un peu moins bien, rien du tout, ça passe, ça coule. Euh, Tandis que Zverev, ce qu'on voyait avant, c'est souvent de la fébrilité pour finir les sets, pour finir les matchs. Et là, je trouve que c'est pareil, quoi. Il reste stable. On a eu l'occasion de parler tous les trois du match contre Tiafoe là, en test il y a récemment. Et pareil, il reste plat, il reste. Et donc, tous les deux, je tirais mon chapeau sur leur travail émotionnel de manière c'est très, très dur le tennis. On dit souvent le tennis, ça rend fou. Euh, et parce que c'est très facile de se frustrer, très facile de j'ai raté un coup qu'on se dit j'aurais jamais dû le rater. Comment ça se fait alors qu'à l'entraînement je le réussis tout le temps, je n'arrive pas. Ce qui est classique chez la plupart des amateurs. Et ben, d'arriver à ce stade où quoi qu'il arrive, je reste stable dans ma tête, je reste tranquille au moins et de l'extérieur ça se voit. Il n'y a pas de vague émotionnelle. Euh, voilà, c'est sur ça que je voudrais insister et tirer mon chapeau. D'accord, ok. Jacques, qu'est-ce que tu as pensé de ton côté de l'un comme de l'autre justement? Déjà, Medvedev, moi, j'ai trouvé qu'il semblait cuit un peu. C'est vrai que sa batterie physique était un peu basse. Il y avait peu de patience dans l'échange, alors que Benoît l'a signalé, il est plutôt fort. Là, il ne sortait pas des longs échanges, alors qu'il excelle et il écœure ses rivaux généralement. Alors, c'est vrai qu'il a tenté beaucoup plus par le biais de l'attaque. Je pense qu'il a tenté plus qu'il aurait voulu. Mais je pense qu'il ne se sentait pas bien dans ce bras de fer du fond de cours. Et pourtant, c'était plutôt un enjeu en sa faveur. Voilà. Donc, batterie physique. Mais voilà, la batterie émotionnelle et la batterie mentale, bien sûr, sont aussi atteintes. C'est normal. Je pense que quand on est cuit physiquement, eh ben, il y a une contagion et ça se transmet dans les émotions et dans ce qu'on pense. Donc, sa zone tampon, moi, je pense qu'elle était entamée, celle qui est entre le lui intérieur et l'environnement. Alors, il était, je dirais, à portée de pic. Voilà, ça le touchait de temps en temps. Alors, on l'a vu, mais tout le long de la semaine, il était plus sensible au public, à l'arbitrage, à l'autre joueur, à lui-même et avec ses fautes. Alors souvent, il disait rien, mais on voyait qu'il était frustré et qu'il jouait pas tout à fait le jeu qu'il aurait dû jouer. Voilà. Alors en même temps, il a tellement progressé depuis 3 ans. Voilà, je pense que sur la fatigue mentale et physique, il a fissuré un peu. On l'a vu souvent partir beaucoup plus en vrille parce qu'il est quand même c'est un joueur fantasme, mais voilà, avec une technique très spéciale aussi qui craquelle un peu hein, quand, quand il est un peu plus fatigué. Mais moi, je pense que ça remet pas du tout en cause son travail. Voilà, c'est vraiment exceptionnel ce qu'il a produit comme jeu sous pression ces derniers mois. Voilà, bon, il
il va vite le retrouver, ce manque de gaz, se régénérer, etc. Non, et ben pour Zverev, idem, hein, c'est vraiment une montée, mais pareil, ce bémol, c'est l'indoor, je crois, lui facilite, il se concentre mieux, et j'aimerais bien voir la même chose sur un match qui se passe à l'extérieur avec un environnement et des conditions un peu plus compliquées pour lui, avec des rebonds, la balle différente, voilà, des choses. Là, il est vraiment bien concentré avec ce jeu. J'aimerais bien le revoir après dehors. On sait que Medvedev peut le faire. Zverev, j'attends encore de voir ça. Oui, c'est vrai, il est tout proche maintenant. Et d'ailleurs, on rappellera jamais assez l'input du coach, là en l'occurrence de Gilles. Je ne sais pas si vous le connaissez personnellement, vous l'avez peut-être croisé dans votre carrière je le connais bien, professionnelle. ouais. Voilà, je suppose que on ne dira jamais assez, mais l'apport du coach là, au quotidien dans l'entraînement, dans la préparation psychologique, c'est énorme, quoi. Ils arrivent à modifier complètement les comportements des joueurs, bien que leur fort intérieur reste le même, ils arrivent à canaliser ça de manière à ce qu'en match, tout soit aligné correctement, toutes les planètes sont alignées, quoi, en fait. Et ça, je crois qu'on le C'est répétera jamais c'est assez. la Mhm. femme de Gilles, ou sa compagne, je ne sais pas, qui s'occupe de la préparation mentale de Daniel. D'accord, ok. Ouais, donc c'est Donc, vraiment un travail d'équipe euh, proche, quoi. Parce que c'est. l'un ne va pas sans l'autre, hein. Voilà. Mhm. Ok. Mais je Ouais. voulais peut-être apporter aussi, parce qu'il y a un moment sur Medvedev, je trouve qu'il y a sa volée. Il aime bien mettre la pression sur l'autre, mais c'est vrai qu'il se pénalise avec des volées très moyennes. Je trouve qu'il y a beaucoup à travailler là-dessus. Et pourtant, il a dû toucher l'instinct, et pourtant, c'est pas souvent très bon. Et je pense que là, pour son coach, ça va être parce que on va voir la solidité de sa construction, je dirais technico-tactique, parce que contraint une partie de son jeu pour progresser, pour offrir plus de tactique possible, de s'adapter aux conditions de jeu, à l'adversaire, et là, par même à sa propre condition, un peu plus physique, un peu voilà, atteint physiquement, qu'on travaille sur cette partie de son jeu qui manque, quelquefois on perd un peu une partie du reste. Et c'est là Exact. où on perd la partie où on est solide et on force. Voilà. Et donc, tous les grands champions le savent. À vouloir toujours plus et mieux travailler, on a des surprises et des fois, ça vient perturber la fluidité du jeu. Et donc, je pense que ça va. Tous les meilleurs l'ont fait sans perdre leur jeu. Ils ont continué leur performance et sans perdre leur fiabilité. Voilà. Et moi, l'exemple, c'était Nadal qui a su garder son jeu tout en changeant pour aller gagner sur dur, sur herbe, en indoor, en vieillissant, un jeu autour d'un service plus offensif. Pour Medvedev, je pense que ça va être Exact. l'année prochaine, pareil, un enjeu pour lui. C'est continuer à progresser dans son jeu et son jeu d'attaque, intégrer certaines choses, la volée, mais ne pas perdre son équilibre qu'il a actuellement, voilà, qu'il a réussi à avoir. Ouais, effectivement. Puis là, il va arriver, enfin, ils vont tous arriver, aussi bien Alexander que Daniel et puis d'autres encore qui sont juste derrière, ils vont arriver dans le moment propice où nos trois ténors sont quand même plus ou moins, pas sur le déclin, mais sur le départ. Rafa, je pense qu'il va pouvoir faire encore une ou deux saisons. Bon, Djoko, il n'a pas l'air d'être encore complètement cramé. Je pense qu'il peut encore en donner au moins deux ou trois bonnes, mais Roger, c'est plus incertain, on va dire. On espère tous le revoir, mais on ne sait pas trop à quel niveau, en fait. C'est un peu l'inconnu quand même. Donc il y a peut-être effectivement une passation de pouvoir certaine en 2022. Enfin, on peut s'y attendre. Euh, Qu'est-ce qu'on pourrait maintenant conseiller à nos auditeurs, qui sont nombreux? Là, je commence à voir les chiffres s'affoler sur le podcast, c'est très bien. Et on les remercie d'ailleurs, parce que c'est grâce à eux aussi qu'on peut continuer. Qu'est-ce qu'on pourrait leur conseiller si on s'inspire un peu de ce qu'on a vu pendant cette finale, en termes d'exercice, peut-être de préparation mentale, exercice technique? Qu'est-ce que vous pourriez, peut-être en vous inspirant de ce qu'on a vu, leur conseiller? Benoît. Ok, mais si tu le dis pas, c'est pas facile de savoir qui commence à chaque fois. Ça Vas-y, repart avec c'est toi toi le toujours. boss, c'est toi qui décide, Ça, ok? ça repart avec toi. Très bien. Moi, j'ai envie de dire
il y a une phrase qui me plaît beaucoup, c'est les mecs les plus forts, ils sont les plus forts sur la base. Et qu'est-ce que c'est la base? C'est le fait de construire ton jeu avec tes forces. Donc là, pour le coup, il y a le service, le revers, et le jeu de fond de cours de manière générale. Et puis, c'est tout, quoi. Après, tout simplement, c'est d'aller chercher un petit peu plus le coup moins fort de l'autre côté. Le break, par exemple, que fait Zverev au premier set, c'est un break où il joue, à un moment donné, il joue 3 fois de suite sur le coup droit de Danil. Et le point d'après, il rejoue sur le coup droit. Et ça s'effrite. Et hop, tac, tac, et ça suffit de faire la différence. Donc déjà, de bien faire pour les amateurs, de bien dire, OK, qu'est-ce que c'est mes forces? Si je n'ai pas de force, qu'est-ce que c'est les forces que je veux développer dans mon jeu? Et je me focalise là-dessus. En n'oubliant pas le service, parce que le service et le retour, c'est vraiment les bases les plus importantes dans nos jeux. Et on a tendance à en faire à la fin des séances, alors que des fois, on devrait faire début des séances et intégrer dans tous les exercices. J'ai un ami qui aide à la LTA avec notre projet avec Arthur. Tous les exercices qu'il fait, même des gammes, il commence par un service. Donc, voilà ce que je pourrais dire, tout simplement. Ok, Jacques? Moi, je trouve que là, de ce match, pour les amateurs, ce qu'on pourrait retenir, c'est peut-être, moi, je dirais, en indoor, il faut être un peu plus près de la ligne de fond de cours. Il faut être plus près de sa ligne dans le replacement. C'est-à-dire que le joueur qui aime bien le dur en indoor, il sait se placer, mettre de la pression sur les balles courtes, sur les services faibles. Il pousse l'autre à rater un peu plus. Il montre un peu, il y a plus de pression. Voilà. Donc on ne joue pas pareillement. Je trouve qu'on ajuste son jeu et ça passe par le placement. Alors dans les exercices, c'est toujours penser à avancer après le coup pour avoir les pieds qui touchent un peu la zone près de la ligne, voire sur la ligne. Voilà. Travailler par exemple aussi dès l'échauffement à prendre des balles profondes en demi-volée pour travailler, pour apprendre un petit peu à pas tout le temps reculer. Parce que sur l'indoor, on devient beaucoup plus défensif et on se laisse prendre sur la pression après. Moi, j'ai fait travailler les jeunes souvent à l'intérieur du cours dans des exercices de 3, 4, 5 minutes pour les habituer. Ils ne peuvent pas mettre les deux pieds à l'extérieur de la peinture du cours. C'est-à-dire il faut toujours avoir un pied à l'intérieur pour apprendre à prendre la balle soit en demi-volée, soit un peu plus tôt. Voilà. Donc, pensez aussi, par exemple, sur les exercices, sur des balles courtes, à monter obligatoirement. Voilà, coller bien au rebond de la balle, mettre la pression sur la défense de l'autre. Voilà. Dernière chose, là on ne l'a pas vu parce que c'est des pros, mais nous on a des balles hautes qui flottent. Et ben, Ouais, je dirais indoor, je dis allez-y, tentez de les jouer en direct sans les laisser rebondir. Alors soit c'est un coup de fond de cours sans rebond, soit c'est une volée si on veut la jouer un peu plus courte ou en toucher. Mais à l'entraînement, jouez à deux de temps en temps, échauffez-vous, tapez des balles. Mais il y a un moment, faites une balle haute et profonde pour changer de rythme, pour ralentir le jeu. Ben, l'autre va pas reculer, va avancer, va frapper un coup droit au revers à l'intérieur du cours, entre la ligne de fond de cours et la ligne de service, sans monter à la volée. Mais c'était juste pour ne pas reculer, pour jouer, avancer et se replacer toujours à l'intérieur du cours. Voilà ce que d'accord. je D'accord. pointais là-dessus. Donc, presque en demi-volée, donc en fait, à chaque fois, balle montante, en fait. En balle montante, voilà, on essaye de. Bien sûr qu'on ne va pas faire des demi-volées tout le temps, parce que c'est quand même quelque chose, mais apprendre à les faire pour ne pas reculer trop sur dur. Ouais, Voilà, ça d'accord. c'est. Et indoor surtout. Parfait. Bah, écoute, j'espère que nos auditeurs vont s'inspirer de ce que vous êtes en train de leur expliquer techniquement. Ça va peut-être pouvoir leur donner l'occasion de varier leurs entraînements avec leurs coachs respectifs. C'est une bonne chose. Je vais d'ailleurs moi aussi appliquer ça dès la semaine prochaine. Je vais proposer ça à mes partenaires pour pouvoir justement travailler ces points en particulier. Bah, écoutez, je vous remercie. Donc c'était la numéro 3. Est-ce que vous avez quelque chose à rajouter par rapport à ce qu'on a déjà dit ou tout a été dit, ou presque? Euh, Pour moi, non. L'année prochaine, ça va être le soleil, la chaleur, les cours extérieurs. On va commencer par ça. Donc, Exactement. ça va être une nouvelle saison.
différentes. Alors exactement, donc à tous nos auditeurs, on va leur donner rendez-vous l'année prochaine, puisque là, le circuit fait une très bonne pause. Les joueurs en ont bien besoin, on l'a vu dans ces derniers tournois. Et on va se retrouver, donc si je ne m'abuse, sous ton contrôle, Jacques, pour le débrief de l'ATP Cup. ATP Cup, c'est ça, à Sydney. C'est un des premiers tournois de l'année, qui a priori n'est pas annulé ni modifié pour l'instant, si je m'en tiens au programme officiel que tu as eu la gentillesse de nous envoyer. Et je voulais aussi faire un petit correctif. La semaine dernière, sur l'épisode numéro 2, j'ai lamentablement massacré le nom de Carlos Alcaraz. Donc je ne sais plus comment je l'ai appelé, mais enfin, ce n'est pas du tout ça. Donc je m'en excuse auprès de lui si jamais il nous écoutait un jour, ce serait un grand honneur. Mais en tout cas, Benoît m'avait repris très justement. Donc, mea culpa, c'était bien donc de Carlos Alcaraz dont on parlait et non plus de je ne sais plus qui. Il faudra que je revoie la vidéo. Mais enfin, et j'ai vu les commentaires passer qui étaient assez clairs à ce sujet. Donc, voilà, il y a encore des petits ratés, mais c'est promis, on travaille dessus et ça sera de mieux en mieux. Voilà. Merci à tous les deux, à très bientôt. Et j'espère aussi, je rajoute une petite chose, qu'on aura la chance d'avoir Ludmila Skrovanskaya la semaine prochaine, enfin plutôt à l'année prochaine, qui est donc la troisième de l'équipe, ancienne 127e mondiale, et c'est pas rien quand même, hein, et qui viendra renforcer l'équipe avec grand plaisir. Voilà, messieurs, merci, et rendez-vous Merci à en vous. début de l'année prochaine. Bonne fin d'année à Bonne, tous. bonne fin Bonne fin d'année, d'année. merci, Merci. salut.